Une fois n'est pas coutume, je vais faire une vidéo de condoléances pour la famille de celui qui fut mon maître de stage à l'ENA. Je parle très peu de mon parcours administratif, je fais une exception aujourd'hui pour Rémy Pautrat, qui était le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, à l'époque où ça existait, qui m'a accueilli en stage dans sa préfecture à Lille, et qui, en 6 mois, m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui sur l'État, tout ce que j'ai compris de lui et tout ce que je sais de la caste. Et je voulais rendre hommage à cet homme, notamment pour sa famille. Je pense à son fils Rémy Pautrat, que j'adorerais accueillir sur cette chaîne d'ailleurs. Je pense à l'épouse de Rémy Pautrat, qui était une femme adorable, que vraiment je trouvais extrêmement plaisante. Je lui envoie toutes mes condoléances. Je voudrais évidemment pour la famille dire quelques petites choses qui sont un peu d'intérêt général. Ce n'est pas un éloge funèbre, mais je voudrais rendre hommage à celui qui, de mon point de vue, a incarné la fin d'une génération de hauts fonctionnaires et qui a marqué probablement la transition vers un autre monde, vers le monde que j'appelle les capitaines de tranchées, parce qu'aujourd'hui l'administration est essentiellement dirigée non plus par des colonels de hussards capables de remporter la bataille du service public, mais par des capitaines de tranchées qui sont là pour prendre le moins de risques possible, personnels, s'entend, qui sont là pour obéir et qui ne prennent aucune forme d'initiative cachée dans leurs tranchées. Donc Rémy Pautrat, je l'ai connu en 2000, il faisait partie de cette génération de hauts fonctionnaires qui pouvaient encore venir de milieux défavorisés. Rémy Pautrat me racontait souvent ses souvenirs de guerre. En 1940, il se souvenait, pendant la guerre 40-45, il se souvenait que sa mère était sourde, il n'avait pas de père, sa mère était sourde, et donc pour être sûr que ses tympans n'éclatent pas pendant les bombardements, il se levait la nuit lorsque les sirènes retentissaient, et il lui mettait un crayon dans la bouche pour éviter la pression sur le crâne. Et Rémy Pautrat, il a grandi comme ça. Et il faisait partie de cette génération, donc il avait participé à la création de la section CFDT de l'ENA en 1972. Il était de la promotion précédant celle de Martine Aubry. Il avait connu cette époque où l'ENA, dans les années 70, a fabriqué notamment la promotion Voltaire. L'ENA était alors une espèce de lieu, une bouilloire pour la pensée social-démocrate. Rémy Pautrat a été socialiste, je l'ai connu comme tel, et Rémy Pautrat était resté profondément fidèle au Parti socialiste, resté profondément fidèle à la gauche, mais il avait eu cette particularité de croire. À l'époque, il y avait aussi à gauche des gens qui croyaient à l'intérêt général. Rémy Pautrat avait été patron de la DST, il y avait fait un court séjour parce qu'il avait refusé de collecter les rumeurs poubelles pour le compte de François Mitterrand à l'époque, et ça lui avait valu d'être assez vite remercié dans ses fonctions. Rémy Pautrat était à la fois un homme sûr, mais c'était un homme loyal. Et j'ai des anecdotes qui me reviennent en tête, par exemple sur son passage à la DST. Il me disait « Mais Éric, vous savez, moi mon rêve c'est de finir préfet de police à Paris, mais comme je me suis mal conduit à un moment, je sais que de toute façon je ne pourrai pas finir préfet de police parce que je suis fiché et écarté, banni du système. » Donc il était quand même préfet de région. Il me dit « Mais vous savez Éric, on peut nommer n'importe quel gland préfet de département ou préfet de région, tout le monde s'en fout. Les vrais postes à responsabilité, ils sont réservés à des gens extrêmement sûrs, et je ne fais pas partie de ces gens sûrs car j'ai refusé d'utiliser l'appareil de l'État pour faire de l'espionnage personnel au service du président de la République. Ça, c'était Rémy Pautrat, et je voyais comment ça fonctionnait. Donc il m'en avait fait d'autres. Il m'avait par exemple forcé à aller à des réunions de police. Vous savez que je ne suis pas un grand ami de la police par nature. Et je le remercie de m'avoir obligé à participer à ce qu'on appelait la réunion de police, parce que j'ai assisté pendant 2 heures à ce qu'était la police française à un certain niveau, c'est-à-dire que l'ordre public,
on comprend assez vite que c'est le cadet des soucis des dirigeants de la police. Qui compte dans la police, c'est ce qu'on appelle la basse police, c'est-à-dire le colportage des rumeurs, le flicage, le fichage. Déjà à l'époque, en 2000, il y avait un important chapitre des réunions de police consacré à la surveillance par Internet. Et puis c'était tenir les puissants par des rumeurs. Et ça, je remercie Rémi Potra de me l'avoir fait comprendre en moins de 2 heures de participation. J'ai d'autres souvenirs qui s'attachent à lui. Je le revois un jour revenir du cabinet Jospin. C'était Lionel Jospin qui était Premier ministre à l'époque. Et je le revois revenir du côté du cabinet Jospin, me dire « Mais Éric, je suis atterré. » Parce que moi, dans ma jeunesse, quand on était dans un parti politique, on ne changeait pas de parti politique au gré des majorités. Quand on était haut fonctionnaire, on choisissait une écurie si on voulait, mais on n'en changeait pas tout le temps pour faire carrière. Il me dit, là, maintenant, chez Jospin, je vois des gens que j'ai connus à droite qui passent à gauche le temps d'une majorité de gauche, qui repasseront à droite lorsque la droite reviendra au pouvoir. Tout ça pour faire carrière. Et c'était quelque chose qui le choquait. Il y a eu une génération de hauts fonctionnaires qui faisaient passer des valeurs morales avant l'ambition personnelle. Et Rémi Potra était probablement l'une des dernières grandes figures de cette histoire, de cette évolution. Et après lui, les carrières se sont faites pratiquement sans retenue sur des critères politiques, sur des critères d'affiliation et sur des critères d'obéissance aveugle aux politiques. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que j'ai pu assister à cette bascule de la République et je remercie Rémi Potra de m'avoir éclairé, de m'avoir ouvert les yeux sur cette réalité que je n'aurais pas comprise sans cela. Je voudrais rajouter 2 ou 3 petites choses pour vous expliquer la société d'aujourd'hui, parce que au fond, c'est avec Rémi Potra que je l'ai compris dans un temps record, et toute ma vie, ça m'a poursuivi, ça me poursuit encore. Je me souviens par exemple que Rémi Potra avait tenu à ce que je sois sous-préfet d'arrondissement pendant quelques jours pour avoir une expérience d'arrondissement. Je m'étais retrouvé sous-préfet d'Avesnes-sur-Helpe, un endroit qui ne fait rêver personne, mais qui présente la particularité d'avoir dans son arrondissement une ville comme Maubeuge, comme Jeumont, comme Aumont, qui sont des quartiers difficiles. Et je me souviendrai toujours que un lundi matin, je reçois un coup de téléphone du colonel de gendarmerie qui me dit « Monsieur le sous-préfet, voilà, je vous fais le compte des voitures brûlées à Jeumont, je crois, ou à Aumont, je ne sais plus très bien, et le compte des voitures brûlées ce week-end à Maubeuge. » Alors c'était non nul, ça devait être plusieurs dizaines de voitures de mémoire. En tout cas, un nombre où je me suis dit, mais c'est quand même impressionnant. Alors je crois qu'il y avait d'ailleurs eu, me semble-t-il, quelques échauffourées. Et j'appelle le préfet Potra pour lui dire, monsieur le préfet, je dois vous dire, quid. Et il me dit, ah mais Eric, on s'en fout, ça n'intéresse personne ce qui se passe à Maubeuge. Je le dis parce que je vois régulièrement aujourd'hui des unes sur des voitures brûlées dans les banlieues en disant « Voyez, c'est les Arabes ». En réalité, ça fait des décennies que ça existe et ça fait des décennies que personne ne s'y intéresse. J'aimerais raconter un autre souvenir personnel, puisque 2 petits souvenirs personnels. Et puis je laisserai Rémi Potra passer sur l'autre rive. D'abord, il avait une manie que je trouvais détestable, qui me faisait beaucoup pester à l'époque, c'est qu'il avait l'habitude de m'appeler, j'étais logé à la préfecture, et il avait l'habitude de m'appeler tous les jours vers 6h15, 6h20 du matin, et il était au bureau, et il me disait toujours « Éric, j'espère que je ne vous réveille pas ». Et je trouvais cette phrase à la fois extrêmement agaçante et extrêmement comique. Je voudrais le dire parce qu'à l'époque, j'étais stagiaire, et j'étais présent au bureau de 6h15 à 21h30 tous les jours. Je voudrais quand même souligner ça parce que beaucoup de Français nourrissent une image parfois juste de l'énergie comme de gens incompétents. Je voudrais dire quand même que beaucoup d'énarques ont des horaires. Alors tout le monde, notamment en administration centrale, ne fait pas du 6h30, 21h30, mais je voudrais quand même dire que c'est pas vrai
qu'il y a des Français au bout de leur vie, en bas de l'échelle, qui sont épuisés par le travail, et en haut des gens qui ne font rien et qui en profitent. Moi, j'ai rarement vu des salariés arriver le matin à 6h30 pour partir à 21h30, et ce, tous les jours, en période normale. Donc il faut savoir aussi, à un moment donné, ne pas céder aux manipulateurs, aux manipulations qui attisent des fossés qui n'existent pas vraiment. Et en réalité, des gens comme Rémi Potra illustraient une fonction publique extrêmement investie dans ses fonctions, extrêmement bosseuse, et qui n'a rien à voir avec la caricature qui est faite par certains manipulateurs aujourd'hui. Je tenais à le dire. Et Rémi Potra, je voudrais terminer par là, m'avait raconté ses souvenirs lui-même de stage en promotion au moment où il faisait l'ENA, son stage préfecture. Il avait été remplacé par Martine Aubry, hein, qui était dans la promotion suivante et dont tout le monde savait déjà à l'époque qu'elle était la fille de Jacques Delors. Et Rémi Potra m'a ouvert les yeux ce jour-là où il m'a dit « Mais vous savez, Eric, ça aide d'être le fils de quelqu'un. Moi, je n'étais le fils de personne. Et donc, j'ai dû travailler pour réussir. Elle était la fille de quelqu'un et ça l'a quand même beaucoup aidé. » Et il me racontait notamment que à l'époque, on faisait des stages d'1 an, je crois, et qu'elle avait décidé qu'elle n'arriverait pas dans son stage directement après Rémi Potra, qu'elle arriverait après les vacances. Et elle a demandé à Rémi Potra, qui était déjà père de famille, elle avait demandé à Rémi Potra de la remplacer pendant ses vacances à elle, parce qu'elle trouvait normal que le fils de rien bosse pour la remplacer pendant que elle, fille de quelqu'un, prenait ses vacances. Voilà, je n'ai jamais oublié cette anecdote parce que ce jour-là, j'ai définitivement su que des gens pouvaient nous pipoter sur les 35 heures, le prolétariat. J'ai toujours su que les gens qui parlaient des intérêts du prolétariat, qui parlaient du social, qui parlaient de la défense des intérêts des petites gens, ces gens-là étaient des bourgeois avec une logique de domination. En réalité, et j'ai retenu ça de Rémi Potra, il avait un phénomène mimétique, puisque je viens moi-même d'un milieu défavorisé. Vous savez que j'ai perdu mon père, j'avais 2 ans et demi. J'ai retenu ça. Il me disait, mais les gens comme nous, ils devront toujours travailler pour avoir quelque chose parce que rien ne leur sera donné. Et ceux qui pensent qu'on peut aider le peuple en ne lui disant pas de travailler, ce sont des bourgeois qui ont une logique. Ils se donnent bonne conscience pour faire oublier qu'ils sont des fils d'eux, des héritiers. Et leur objectif, c'est d'empêcher que l'ordre social bouge. Et je voudrais vous dire cette seule chose, parce que parfois certains me disent « vous êtes méprisant, je sais pas quoi ». Je ne suis pas méprisant. J'ai juste conscience que ceux qui disent aux gens, comme Martine Aubry, travaillez pas trop, c'est pas la peine, le droit à la paresse, la vie cool, ce sont des discours d'assignation sociale. Les pauvres ne pourront jamais s'émanciper sans effort. Voilà. Monsieur le préfet, mes respects et bonne traversée.